bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Bonjour Hélène. tout le monde. Bonjour Marie. Bienvenue sur ce nouveau live de Turnover IT. Nous sommes ravis de vous accueillir sur un petit midi 13 pour échanger sur un sujet qui nous tient à cœur chez Turnover IT, qui est la culture tech. Vaste sujet et nous sommes vraiment ravis, Hélène, que tu puisses venir nous apporter ton expertise sur le sujet. Merci pour l'invitation. C'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, tu peux confirmer que j'ai dit oui tout de suite. C'est vrai, il n'y a eu aucune hésitation et ça, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Alors, on va attendre que vous puissiez évidemment vous connecter, faire ensemble les premières secondes avec une petite question, parce que c'est vrai qu'on aime bien introduire les lives aussi par des questions. Sachant que, encore une fois, on le répète toujours, mais c'est jamais trop, les lives sont faits pour interroger notre experte de la journée. Donc, vous pouvez vous permettre de poser toutes vos questions sur les commentaires. Et vous avez Marion aussi qui est connectée, qui est sur le chat et qui pourra aussi compléter les réponses que Hélène nous apporte. Alors, la question qu'on souhaite vous poser avec Hélène ce midi, c'est à votre avis, quel est le niveau de connaissance tech, de langage technique que vous devez avoir pour pouvoir être un bon recruteur tech? Est-ce que pour vous, c'est indispensable d'être un expert tech pour pouvoir bien recruter des techs? Vaste sujet. Alors nous, on a un peu la réponse avec Hélène, évidemment, mais dans votre expérience professionnelle, est-ce que pour vous, c'est indispensable de parler le même langage? Voilà, alors on attend vos retours d'expérience. Bonjour à tous, on a les petits coucous. Alors, faites-nous un petit retour sur votre expérience, c'est ça aussi qui nous intéresse pour qu'on puisse venir vous apporter du contenu ce matin. Allez-y, on est là pour vous écouter. En attendant, je vais nous présenter, si vous voulez bien, prendre quelques secondes pour présenter Turnover IT. Turnover IT, c'est la plateforme de référence des recruteurs de la tech. Aujourd'hui, nous avons, j'ai une mouche qui me suit. Nous avons plus de 3000 recruteurs tech qui sont connectés sur la plateforme et nous avons une communauté très engagée de candidats, aussi bien des candidats salariés que des candidats indépendants. Qui sont disponibles sur la plateforme avec aujourd'hui plus de 110 000 talents qui sont connectés. Et puis, spécificité aussi de Turnover IT, c'est très important pour notamment les recruteurs ESN. Nous avons une plateforme, une place de marché, qui permet de pallier les intercontrats quand vous avez des candidats qui restent sans mission pendant un temps. Et ça peut être un sujet aussi pour Hélène, puisque comment on fait avec ces candidats qui sont en intercontrat? On va voir ensemble qu'il y a peut-être des solutions aussi de cet ordre-là. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre plateforme si vous ne connaissez pas encore, mais ça m'étonnerait évidemment. J'ai beaucoup de clients, moi, qui utilisent la plateforme et qui m'en parlent régulièrement en formation. Et voilà, donc si vous ne la connaissez pas encore, c'est le moment de vous pencher sur la question. Hélène, merci encore. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît? Oui, écoute, en quelques mots, donc moi je m'appelle Hélène Lee, j'ai été recruteuse tech pendant quasiment 9 ans. J'ai beaucoup travaillé en ESN. Je travaillais en cabinet, mais surtout en ESN. C'est vraiment là que j'ai fait mes armes de recruteuse IT. Et puis, en janvier 2020, j'ai quitté la société où j'étais salariée. J'ai créé mon organisme de formation et maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans, enfin presque 5 en fait, que je forme des recruteurs dans la tech. Donc moi, je les accompagne sur deux volets. La partie acculturation, la partie culture tech, vraiment pour les aider à bien comprendre l'écosystème IT, le vocabulaire, les métiers, les rôles de chacun, etc. et construire justement cette culture tech. Et puis, un volet plus axé pratique de recrutement et notamment du sourcing pour vraiment aller chercher les profils là où ils se trouvent, avoir la bonne approche, travailler sur les évaluations, etc. Donc voilà, je fais ça depuis presque 5 ans. J'adore ce que je fais. Ça me permet de rencontrer plein de gens différents, plein de problématiques différentes et de me sentir utile. Et voilà. Justement, bravo Hélène pour ce parcours. Justement, la première question que j'ai envie de te poser, parce que tu côtoies beaucoup de recruteurs,
des recruteurs différents, avec des univers aussi très différents. Pour toi, aujourd'hui, comment tu trouves le marché? Est-ce que il est toujours aussi tendu? Est-ce que tes recruteurs te confient que c'est compliqué de recruter ou est-ce qu'effectivement c'est plutôt facile en ce moment? Enfin voilà, quelle est ta vision à toi, hein? Alors vraiment, on est sur une vision recruteur du marché. Alors, c'est une question qui revient beaucoup, beaucoup depuis le début de l'année parce que globalement, alors c'est pas propre à la tech, hein, mais juste après le Covid, on a eu 2 années, on va dire très fast, Ouais. hein, où tout se passait très très bien. Ça a été vraiment 2 années incroyables pour le recrutement et notamment dans le recrutement tech où vraiment, enfin globalement, moi, les recruteurs que j'accompagnais à ce moment-là, ils croulaient sous les demandes. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets, donc beaucoup de postes ouverts, beaucoup de profils de candidats à aller chercher. L'année dernière, on a eu un coup de frein. Été 2023, coup de frein qui avait déjà un petit peu démarré au printemps 2023 avec on a vu notamment dans l'écosystème startup, les levées de fonds qui ont commencé à baisser drastiquement. On a commencé à entendre parler des premiers gels d'embauche, des premières politiques de licenciement dans la tech. C'était pas arrivé depuis un moment. Ça a affolé un peu tout le monde parce que on venait de connaître ces 2 années très fast. Et donc, forcément, hein, quand tu as un rythme, quand tu es habitué et que d'un coup Là, ça redescend, tu sais pas ouais. combien de temps ça va durer, force est de constater que ça dure quand même. C'est-à-dire que moi, là, depuis, on va dire un peu avant l'été, globalement, j'ai quand même beaucoup de clients. Et peu importe la typologie d'ailleurs, parce que moi je travaille avec des ESN, des cabinets de recrutement, des éditeurs, des startups, des sociétés utilisatrices, hein, ce qu'on appelle les clients finaux dans la tech. Tous me parlent d'un gros ralentissement, d'un gros manque de visibilité. J'ai des recruteurs qui avaient l'habitude de gérer 10, 12, 14 postes en simultané qui en ont aujourd'hui 3 ou 4. D'accord. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, Hélène, c'est que le marché, c'est plutôt tendu sur la partie offre, c'est qu'il y a de moins en moins d'offres, de moins en Ouais. moins de projets. Ouais, ça s'est ralenti très clairement. C'est-à-dire là où avant, effectivement, il y avait beaucoup de projets et j'ai un ingénieur d'affaires qui m'avait dit on n'a qu'à se baisser pour ramasser. Aujourd'hui, c'est clairement plus le cas. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont beaucoup plus frileuses, beaucoup moins de visibilité, beaucoup moins de budget, des craintes par rapport à l'avenir, qu'on peut expliquer par plein de choses, hein. Il y a la situation politique internationale, la situation politique française qui a été beaucoup dans le flou cet été, le contexte, on va dire, géopolitique aussi qui joue avec les conflits un peu partout. Et puis, encore une fois, ce qui s'est passé dans l'écosystème startup l'année dernière a des répercussions encore aujourd'hui avec des entreprises qui n'ont pas forcément réalisé les levées de fonds qu'elles avaient imaginées. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est sur un marché qui est globalement ralenti. On n'avait plus l'habitude de ça. En réalité, on est revenu à un niveau qui est à peu près équivalent à ce qu'on a vécu avant Covid. Mais on n'a tellement plus l'habitude, on s'est tellement habitué pendant 2 ans à une activité très dense à ce niveau-là qu'on a du mal. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe et globalement, chez les candidats, c'est difficile aussi parce qu'ils ont eu du mal à anticiper ça. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui se sont lancés en indépendant. Parce que ils se sont dit le marché va bien, j'ai un peu d'expérience, finalement j'ai envie de travailler pour moi. Et donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mis à leur compte. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le freelancing fait rêver. Ce qui fait que dans certaines entreprises, c'est difficile aussi parce que quand tu as envie de faire grossir tes effectifs et de recruter en CDI et que tu as en face de toi beaucoup de gens qui disent moi je suis intéressé mais je veux pas de CDI, je veux des missions en freelance, faut s'adapter. Et en ESN, ça c'est un sujet important parce que elles ont globalement été obligées de s'y mettre. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en ESN, travailler avec des freelances, c'était ponctuel. Aujourd'hui, dans certaines ESN, ça peut représenter 15, 20, jusqu'à 30% des collaborations. Oui, donc c'est un changement aussi de posture et de demande. Et c'est aussi ce qu'on va voir ensemble ce midi, c'est de se dire, tous ces candidats qu'avant on mettait en mission, enfin qu'on avait plein de choses à leur proposer en tant que recruteur, aujourd'hui on a beaucoup moins de choses à leur proposer. Et comment on fait pour garder nos talents, nos perles en fait, parce qu'on les a quand même recrutés, on les a challengés sur certains projets. Donc un des enjeux
qui est assez fort aussi, c'est de rester sur la place, quoi, sur la place. Bien sûr, c'est un gros sujet, hein, mais c'est vrai que dans les moments comme ça de ralentissement où finalement on a peut-être moins de postes ouverts, voire pas du tout. J'ai dans certains, tu parlais d'intercontrat il y a quelques minutes Ouais. en introduction, c'est un gros sujet aussi. Comment je fais aujourd'hui quand non seulement j'ai pas de poste ouvert, donc je peux pas recruter, et pour les recruteurs c'est quand même ton job. Donc quand on te dit bah là jusqu'à la fin de l'année on n'a pas vraiment de poste, on ne sait pas trop ce qui va se passer, on va peut-être redémarrer en janvier, mais pour l'instant, on met un peu en stand-by. Bah oui, mais en tant que recruteur, si tu mets en stand-by, c'est quoi ton activité? Donc, il y a toute une réflexion aussi à adopter, de te dire qu'est-ce que je fais quand je ne peux pas aller chasser parce que j'ai pas de poste ouvert. C'est ça. Donc, il Voilà, y a c'est un vraiment vrai sujet. ça a vraiment un changement de posture. En tout cas, il faut se réadapter. Ce que j'entends, Hélène, dans ce que tu dis, c'est que, en fait, pas de panique, entre guillemets, parce que ça, on l'a déjà vécu et Bien ça sûr, fait partie, en fait, des cycles bien économiques, sûr. géopolitiques assez courants. Donc, peut-être, voilà, se garder des petites astuces ou des petites choses sous la main pour que quand ça va moins bien, on puisse faire des choses et quand ça repart, peut-être ça repartira. On ne sait pas aussi sur d'autres dynamiques. Ça va repartir, c'est certain, hein. Après, justement, c'est peut-être aussi pendant cette période qu'il faut creuser des nouveaux sujets, des nouvelles pistes, renforcer ses connaissances, sa culture Alors, sur du coup, certains j'ai une points. question pour toi, Hélène, par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut être fait justement dans cette période un peu creuse pour certains recruteurs. Euh, Comment je fais pour rester en veille, notamment sur les principaux acteurs du secteur, pour se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que là, du coup, on échange ensemble sur la veille marché en se disant, bah voilà, effectivement, on sent bien qu'il y a une baisse. On voit là, Marion, vous a posté aussi quelques chiffres importants sur le nombre d'offres présentes sur Turnover IT. Mais voilà, comment je fais en tant que recruteur pour avoir ces connaissances du marché? Alors, déjà, quand on parle du secteur de la tech, c'est très large. C'est pas simplement, c'est vrai qu'on parle globalement, hein, quand on parle de la tech, quand on parle de la tech en général, on pense tout de suite à deux acteurs. On pense aux ESN et on pense aux startups, globalement. Sauf que la tech, c'est beaucoup plus large que ça, et déjà, on peut découper le marché en trois, on va dire trois grands types d'entreprises, trois grands types d'acteurs. On va avoir une première partie qui est constituée plutôt de ce qu'on va appeler les fabricants, qui sont vraiment les entreprises qui font la tech. Sans ces entreprises-là, il n'y a pas de tech. C'est-à-dire, on va avoir tous les constructeurs, d'accord, ceux qui vont fabriquer vraiment la partie physique de l'informatique, ceux qui s'occupent de la partie hardware. Ça va être toutes les entreprises qui créent du matériel, les Cisco, les IBM, les Dell, tous ceux qui fabriquent du serveur, du routeur, des câbles, etc. On va avoir les éditeurs, évidemment, partie software, et des éditeurs, il y en a beaucoup, 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 donc qui sont là pour concevoir, vendre du logiciel. Et puis après, on va avoir tous les acteurs qui gravitent autour de ça. Ça va être les fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs télécoms, les hébergeurs web et cloud, etc. Donc déjà, première partie, j'ai ça. Partie, on va dire, finale, clients finaux, toutes les entreprises qui recrutent des profils tech, mais dont le cœur de métier n'est pas la tech. D'accord ? Engie, la SNCF, Carrefour ne sont pas des entreprises tech, et pour autant, ce sont des très gros employeurs de profil tech en France. Ils ont des Ils ont DSI finalement énormes. des grosses DSI Bien en sûr, interne qui fonctionnent quasiment en bien sûr. autonomie par rapport aux autres services. Et donc, ils ont besoin de recruter des profils tech, même si la tech n'est pas leur cœur de métier. Et puis, au milieu de ça, on va avoir les ESN, évidemment, qui sont là pour faciliter, fluidifier ça, mettre à disposition les bonnes compétences, les consultants pour les projets, accompagner leurs clients, et les cabinets de recrutement qui sont aussi là pour aider leurs clients à gérer les processus de recrutement, à identifier les bonnes compétences, etc. Donc, déjà, pour identifier ça, première chose à faire, c'est de me dire, OK, moi, en tant que recruteur aujourd'hui, quelle est l'entreprise dans laquelle je travaille? Et donc déjà, qui sont mes premiers concurrents? Si je suis ESN, bah déjà, je vais regarder, OK, moi, mon ESN, est-ce que c'est une petite ESN? Est-ce que c'est une grosse ESN? Je vais regarder ce qui se passe au niveau national, mais je vais regarder aussi ce qui se passe au niveau local, parce que c'est pas tout à fait la même chose entre Paris, région, et puis même entre les différentes villes en région. Et après, je vais regarder aussi où se trouvent potentiellement les gens dont moi j'ai besoin.
C'est Si ça. je suis, on le sait tous, et si dans l'audience, il y a beaucoup de recruteurs en ESN, vous l'avez tous vécu, vous voyez sans arrêt des gens qui vont vous écrire sur LinkedIn, ESN, passez votre chemin, pas intéressés par les ESN, etc. Il faut prendre conscience de ça aussi. C'est-à-dire, si je connais bien mon marché, je sais qu'à un moment, m'épuiser à contacter des gens qui sont déjà en ESN depuis un certain temps, ça va être compliqué. Il va peut-être falloir que je change un peu ma stratégie, que je regarde où sont les personnes, ou alors que mon ESN soit différente de celles qui sont sur le marché. Donc, identifier les principaux acteurs du secteur, c'est déjà très bien se connaître soi-même. Comment on est positionné, qu'est-ce qu'on propose par rapport aux autres, quelle est notre offre, quelle est éventuellement nos différences, ou en tout cas nos Value aussi. spécificités. Ouais. Exactement. Notre plus-value, notre spécificité par rapport aux autres. Et puis après, c'est de regarder aussi quelle est notre composition. Est-ce qu'on va avoir besoin d'aller chercher des gens qui connaissent, par exemple, l'écosystème startup parce qu'on a des clients dans ce domaine-là? Est-ce que c'est plutôt d'aller chercher des gens par secteur de métier? Par exemple, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la green tech, beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la cybersécurité, beaucoup de choses qui se passent dans la data et l'IA. Donc, c'est tous ces secteurs-là qu'il faut regarder. Mais l'idée, c'est pas forcément, parce qu'aujourd'hui, si tu regardes la tech, c'est tellement large que je peux vite partir dans tous les sens. Donc, c'est bien recentrer quel est mon besoin, moi, par rapport à mon activité, mon marché, ce qu'on me propose, et ce qui va faire que je vais pouvoir vraiment me positionner sur le marché par rapport à tout ça. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des newsletters. Il y a une newsletter que je recommande. Marion, je suis désolée, je ne t'ai pas envoyé le lien. C'est la newsletter d'Adrien Mouras qui s'appelle Allo Omora, comme dans Harry Potter, pour les fans de Harry Potter. Et Alomora est une newsletter qui sort tous les mercredis et qui fait un récap de tout ce qui s'est passé dans la tech sur la semaine qui vient de s'écouler. Génial. OK. Super pour faire une veille, avoir une idée des levées de fonds, des rachats, des fusions, de comment va le marché, savoir ce qui s'est passé aussi par rapport à l'année dernière à la même époque. Je recommande à 100%. Bah, génial, c'est une super astuce et je pense que Marion va vous la trouver, va vous poster le lien qui va bien, c'est sûr. Je lui mets la pression quand je dis ça. Et ce qui est intéressant, Hélène, dans ce que tu dis, c'est que cette veille marché, cette connaissance de l'écosystème dans lequel on évolue en tant que recruteur, même si on est salarié, voilà, et qu'on a les demandes qui entrent de la part de nos N+1, N+2 ou je ne sais quelle organisation, c'est important de maîtriser, c'est ça un peu le message qu'on voulait aussi passer, c'est ça ne tient pas à l'entreprise de connaître son marché, ça tient vraiment au recruteur et peut-être que de questionner son manager lors des réunions d'équipe ou en tout cas confronter sa vision du marché actuel quand on est recruteur avec l'équipe, ça peut être hyper intéressant. Et c'est pas voilà, c'est pas que du descendant, c'est aussi une façon proactive de se tenir au courant du marché. Bien sûr. Et puis, pas oublier, en tout cas pour moi, c'est une dimension importante. Je pense que les recruteurs ont aussi un rôle de conseil, aussi bien auprès des managers, des clients, mais aussi auprès des candidats. Et je disais tout à l'heure qu'avec ce ralentissement, certains candidats n'ont pas conscience du ralentissement sur le marché. Et moi, j'ai beaucoup de recruteurs qui me disent, j'essaye aussi de renseigner mes candidats, de leur faire prendre conscience que le marché d'aujourd'hui n'est pas le marché d'il y a 2 ans, en termes de TJM ou de salaire, en termes d'opportunités aussi, que peut-être ils ont un peu moins de choix et qu'il faut peut-être prendre un peu plus de temps. C'est aussi ça, bien connaître son marché. Ouais, bien sûr. Bien connaître son marché, c'est aussi pouvoir accompagner, c'est aussi pouvoir sensibiliser les candidats, les aiguiller, les orienter, leur faire prendre conscience de certaines choses. Et il y a une recruteuse qui m'a dit il y a 2 jours, c'est vrai que des fois, il y a des candidats qui ont du mal à l'entendre, voire qui ne le prennent pas très bien, et puis qui reviennent vers elle quelques semaines ou quelques mois après, qui leur disent, finalement, c'est vrai que je me rends compte que vous aviez raison et je veux bien qu'on en discute, je veux bien avancer. Et ça aussi, c'est gagner la confiance des gens, c'est gagner en crédibilité auprès des candidats, auprès de son public, en fait. Ben oui, parce que l'enjeu, c'est quand même de les trouver et aussi de les garder. Et même s'ils ne sont pas disponibles à l'instant T, on en discutait, Hélène, toutes les deux, avant de se connecter, c'était de se dire, même s'ils ne sont pas disponibles maintenant, si vous faites la différence au moment de la prise de contact, par un conseil, par une analyse marché qui est perspicace, vous allez rester dans un coin de la tête du candidat et potentiellement, il reviendra vers vous. Donc ça, c'est chouette. Clairement. Le lien complètement, Hélène, avec la question que je voulais te poser aussi précédemment, et c'est un peu la question qu'on a posée en introduction. Parler le même langage, c'est vrai. Est-ce qu'il faut être expert tech
pour pouvoir recruter dans la tech? Quel est ton avis là-dessus? Alors, pour moi, un recruteur dans la tech n'a pas à être un expert. C'est-à-dire que je vois parfois des techs qui vont dire: «Ah, je comprends pas pourquoi, on délègue le recrutement de tech à des non-tech, ils comprennent rien et cetera», comme si finalement on se disait: «Bah, il y a que les devs qui peuvent recruter des devs». Pour moi, c'est un Alors non-sens. ouais, après, on a des retours, nous, sur le forum de Freework qui sont hyper intéressants par rapport à ça, au niveau crédibilité. C'est-à-dire que de nombreuses fois, on entend des candidats se plaindre en disant, mais en fait, je parle de quelque chose et en face de moi, le recruteur, il ne pipe pas mot de ce que je suis en train de lui dire, ou alors il me parle de quelque chose, c'est absolument pas mon métier. Donc voilà, est-ce que ça cristallise un peu quand même? Et ben justement, tu vois, l'idée c'est de dire, en fait, quand tu parles avec les techs, ils vont pas attendre, la majorité d'entre eux n'attendent pas un recruteur qui soit absolument expert. C'est-à-dire qu'ils ont bien conscience que en face d'eux, ils vont avoir des recruteurs qui ne sont pas des techs, qui sont pas d'anciens devs, d'anciens admin système, etc., chefs de projet, ce que tu veux. C'est pas grave. L'objectif, c'est de trouver un bon équilibre. Il y a quand même toute une palette de nuances entre je ne comprends rien, je ne cherche rien, je ne m'y intéresse pas et je suis un expert. On a toute une zone au milieu, selon aussi ses affinités, qui vont faire qu'on peut développer un petit vernis. Moi, je parle de vernis vraiment technique, qui va être plus ou moins étoffé selon ses appétences, ses envies, sa motivation aussi. L'idée, c'est pas non plus de dire tout, enfin, on doit absolument tout connaître, tout maîtriser. Les techs eux-mêmes ne maîtrisent absolument pas tout. Donc, c'est pas l'objectif. Mais effectivement, si je commence à parler à des gens, je comprends rien. Je leur pose des questions qui n'ont pas de sens. Je leur propose des jobs où les compétences n'ont rien à voir avec leur parcours. Ouais, c'est ça. Je l'ai vécu, hein, je l'ai vécu au tout début où je recrutais, je comprenais rien. Parfois, les techs me donnaient des noms de langage ou de techno, je savais même pas comment les écrire. Je les écrivais en phonétique et puis j'essayais de retrouver ce que c'était après. Je le dis souvent en formation, mais la première fois qu'un tech m'a parlé de Kubernetes, je l'ai écrit en phonétique, j'ai écrit cube, mais tu sais, comme un cube, tu vois. Je sais pas, je crois que j'ai écrit cube, Ernest après, enfin le truc horrible. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal après à retrouver le mot parce que ça n'existait pas. Euh, voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est pas grave, hein, faut le dédramatiser, il y a rien de grave. Mais globalement, l'idée vraiment à retenir, c'est de se dire, j'ai pas besoin de pousser, j'ai pas besoin d'apprendre à développer pour recruter des devs, etc. J'ai pas besoin de mettre les mains dans le cloud ou je ne sais quoi. Par contre, il y a quand même un minimum de compréhension à avoir sur le vocabulaire, les acronymes, parce qu'il y en a beaucoup dans l'IT. Ouais. Et c'est vraiment une question de crédibilité et de légitimité. Et j'ajouterais un truc, c'est que on est souvent tenté, surtout quand on est débutant dans l'IT, on est souvent tenté de faire semblant. On est souvent tenté, la personne parle ou nous raconte des trucs et puis on n'ose pas dire qu'on n'a pas compris, donc on dit oui, oui, on note, on écrit n'importe quoi, ou on n'écrit pas parce qu'on comprend rien. Sauf que ça, déjà, ça se voit très vite. C'est-à-dire qu'on Oui, fait semblant. Tu te fais griller, hein. ça se sent tout de suite, bien sûr. Tu te fais griller, le tech te raconte des trucs et il va très très vite voir que tu comprends rien. Donc déjà en termes de crédibilité, enfin, tu vois, c'est contre-productif. Ouais. Tu veux faire croire que tu comprends, mais ça se voit tout de suite et donc la personne se dit oh là là, mais j'ai en face de moi quelqu'un qui comprend rien. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait faire semblant comme ça t'aide pas. Parce que si tu dis, si tu oses dire à un tech, et il y en a plein, hein, des recruteurs qui me le disent, non mais moi j'ose le dire, il faut oser le dire, il faut oser dire à un tech, voilà, je La vais vous limite, poser. ouais. Mais oui, Oui, voilà, j'ai des limites. Voilà, moi, ce que je cherche, c'est un profil, c'est peut-être aussi une personnalité dans la réaction au projet, des choses comme ça, dans l'intégration d'une équipe, mais pas bien forcément sûr. partie. Et même sur la tech, hein, même sur la tech, on a le droit de ne pas comprendre tous les mots. En plus, la tech, c'est quand même un domaine qui bouge vite. Les technos, elles se renouvellent quand même assez régulièrement. Et puis, la tech dans l'entreprise A et dans une entreprise B, c'est pas forcément la même chose. Donc, comprendre aussi comment a été construit le projet, comment ont été faits les choix technologiques, pour quelles raisons, comment ça s'était géré en interne, la taille de l'équipe, les objectifs, comment ça Ce s'est qu'on nous passé. dit en commentaire, c'est que le recruteur, si en amont, il comprend bien le besoin client, il a un brief qui est voilà, pertinent à questionner, c'est beaucoup plus facile sans être expert pour pouvoir ensuite retranscrire et chercher le bon candidat. Mais bien sûr, et puis c'est une marque, c'est une grande marque d'intérêt.
De dire à quelqu'un, là, vous m'avez parlé de tel outil ou de telle chose, je suis désolée, mais j'ai pas forcément bien compris Ouais. à quoi ça sert, comment ça fonctionne, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Par contre, un conseil que je donne et qu'on m'a donné très tôt dans ma carrière, j'entends parfois des recruteurs ou des gens qui disent, en entretien ou avec un candidat, je vais dire: «Ah bah expliquez-moi comme si j'étais un enfant de 5 ans». Je trouve ça extrêmement infantilisant pour le coup et on n'a pas besoin de se rabaisser et de se mettre dans la peau d'un enfant. En plus, les enfants comprennent beaucoup de choses. Donc je pense qu'il vaut mieux plutôt dire moi, c'est vraiment une habitude que j'ai pris très tôt de dire: cette expérience-là ou ce projet, est-ce que vous pouvez m'en parler comme vous expliqueriez à un ami ou à quelqu'un de votre famille qui est pas dans la tech et qui a besoin de comprendre quand même dans les grandes lignes ce que vous avez fait. Avec l'idée vraiment de vulgariser, mais Mmh. pas de vulgariser à l'extrême. Moi, j'ai pas besoin de quelqu'un qui soit, tu vois? Je veux qu'on simplifie les choses, je veux qu'on les vulgarise, mais pas non plus qu'on soit simpliste. Mmh. Bien Parce sûr. que, c'est contre-productif aussi. Oui, oui, puis il faut comprendre le projet dans sa complexité aussi, parce que sinon, un Exactement, recruteur, il pourra pas, palper, l'intérêt ou en tout cas la pertinence, du projet. Donc effectivement, exactement. c'est pas la peine. Et donc Donc du faire coup attention à ça. Faire pardon, attention à ce truc-là. Se dire, vulgariser, mais pas ouais, mais pas se rabaisser, pas de s'excuser de pas comprendre, c'est normal de pas savoir. Par contre, si enfin, il faut apprendre au fur et à mesure. C'est-à-dire que si je pose des questions à des techs que je m'intéresse vraiment, je dois prendre des notes, le garder à côté, de manière à pas reposer exactement les mêmes questions après. C'est-à-dire que si j'apprends pas au fur et à mesure, là, c'est un peu gênant. Mais je te dirais, Hélène, que c'est un peu valable dans d'autres univers Bien aussi, sûr. hein. Les recruteurs dans le bâtiment, les recruteurs dès que, Ah ouais, moi, complètement. tout ce qui est dans les cabinets d'ingénierie, bah, dès qu'on est sur des métiers techniques, en fait, avec un vocabulaire propre, la difficulté, c'est de s'imprégner, de l'univers. Et je pense que peut-être pour nos recruteurs qui nous écoutent, bah, sachez que d'autres recruteurs, techniques au sens métier spécifique ont les mêmes difficultés et doivent se nourrir en fait bah, des métiers parce qu'on n'est pas forcément expert. Je Et suis d'accord. C'est pas ouais, lié, c'est pas propre à l'IT, hein. Ça, c'est pas parce que propre à l'IT, l'IT. On il y a quand voit, même un jargon particulier, quoi. mais bien Total. sûr, on parle beaucoup de l'IT. L'IT est très mise en avant, mais je te rejoins complètement. Il y a d'autres domaines où c'est tout aussi difficile et tous les domaines nécessitent qu'on s'approprie le vocabulaire. Maintenant, c'est vrai que dans la tech, il y a beaucoup de jargon, beaucoup d'acronymes qui peuvent faire peur et on a des candidats qui sont souvent très exigeants, Bien sûr. pas toujours indulgents. Donc Ah bah, voilà. on voit, on voit. Les réactions sont vives, sont très vives. Et alors, en parlant justement de vocabulaire, est-ce que tu peux nous donner assez rapidement, parce que le temps passe assez vite, malheureusement, comment toi, tu as construit un bon lexique? Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il y a des acronymes, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi. Est-ce que tu aurais des astuces par rapport à ça? Alors, plusieurs étapes. Première étape, déjà bien identifier quel est le vocabulaire dont j'ai besoin. Souvent, les recruteurs, ils partent un peu dans tous les sens, alors qu'ils n'ont pas forcément besoin, encore une fois, de tout connaître. Donc déjà, bien cerner quel est le vocabulaire qui revient de manière récurrente. D'accord. Si tu recrutes beaucoup de devs, bah, la base, c'est déjà de comprendre la différence entre le front, le back, le full stack, et puis après, d'aller creuser un peu, tu vois. Donc déjà, te dire, OK, moi, sur les métiers sur lesquels j'interviens, quel est le besoin, quel vocabulaire je vais avoir vraiment besoin de maîtriser, la base. Et d'ailleurs, ça, on peut le demander à des collègues ou à des candidats. Pour vous, aujourd'hui, sur votre métier, quel est vraiment le vocabulaire que j'ai besoin de comprendre et de maîtriser? Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, c'est de savoir comment on apprend. Tu sais, je fais de la formation depuis 4 ans et demi, tout ce qui est pédagogie, et cetera, ça m'intéresse beaucoup. On n'apprend pas tous exactement de la même manière. Il y a des personnes qui ont besoin d'écrire les choses pour les retenir, d'autres personnes qui vont avoir besoin de les regarder, d'autres personnes qui vont avoir besoin de faire des schémas. Donc, s'approprier ça aussi avec ses propres termes, en s'assurant que ce qu'on a compris est juste, mais se faire un lexique qui peut prendre toutes les formes. Il y a des gens qui ont besoin d'écrire dans des cahiers, il y a des gens qui ont besoin de le faire dans des espaces type Notion ou autre. Donc déjà, trouver on va dire le support, le moyen qui te plaît. Ce qui Pour te pouvoir plaît, ce après qui est adapté. le nourrir, à le regarder et pas juste dire j'ai écrit ça sur un cahier et finalement Exactement. je ne regarde jamais parce que bah c'est pas mon outil quoi.
Faut que ce soit vivant, faut que ce soit vivant et surtout adapté à ta manière d'apprendre. Si c'est que du texte et que tu aimes bien les dessins, les schémas, ça va être compliqué. Si c'est de la vidéo, ben, il y a des chaînes YouTube qui sont très bien faites. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui s'appelle Cookie Connecté, qui est très, très bien faite, qui est vraiment, une chaîne de vulgarisation dont moi je me suis beaucoup, beaucoup servie, quand j'étais recruteuse et que j'avais besoin de regarder certains concepts. C'est des petites capsules vidéo qui durent 3-4 minutes et qui sont, vraiment, vraiment très bien faites pour Donc le coup sur on le plein de répète, sujets. Hélène, c'est Cookie Connecté. Ouais, Cookie Connecté. Cookie Connecté, super, super chaîne, enfin, que moi j'aime beaucoup, qui est toujours alimentée assez régulièrement. Et puis, un autre conseil que je donne, c'est aussi, encore une fois, de parler avec les candidats, mais de garder en tête que tous les candidats n'ont pas le même niveau de pédagogie. Donc, c'est aussi d'apprendre à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes infos. Quand je veux apprendre à parler le langage de quelqu'un d'autre, bah, c'est un peu comme apprendre une langue étrangère. Et tu vas répéter des choses et puis tu vas t'assurer que ce que tu as compris est la bonne chose. Donc, échanger avec des textes, c'est aussi parfois, il y a des candidats ou des collègues qui vont être beaucoup plus patients, pédagogues que d'autres. Bah, c'est identifier ces personnes-là qui vont être en fait des personnes ressources et qui vont t'aider aussi à comprendre les choses, prendre le temps de te noter des petites choses, de les relire, etc. Après, pour faciliter le travail, moi je l'ai fait, j'ai rédigé 2 lexiques qui sont vraiment dédiés aux recruteurs IT, qui sont des définitions courtes en français et qui ont été relues et validées par des techs, que je mets à disposition dans mes formations et je crois que j'ai donné le lien à Marion. Si vous voulez Il est déjà en les commentaire, Hélène. récupérer, c'est possible. Voilà. Il est en Ça, commentaire. Déjà. j'ai facilité un peu le travail que vous pouvez ensuite reprendre et on va dire Alors, alimenter avec voilà, vos... le secret, c'est quand même aussi de rester curieux, à jour aussi, pour pouvoir alimenter ce lexique et ne pas voilà, vous retrouver un peu démuni face à une conversation qui tournerait sur un sujet que vous ne connaissez pas ou pas encore. Après, c'est simple, hein. Tu peux aussi simplement, quand je disais repérer vite, c'est surligner. Alors, surligner, ça peut se faire si tu as les CV, etc. Mais tu as des applis maintenant qui permettent de le faire, Highlight This ou Glossary Tech, qui est très bien faite aussi, qui est une extension très intéressante pour surligner des mots et avoir des petites définitions. C'est une extension gratuite qui donne les définitions. Alors, c'est en anglais, mais c'est relativement simple quand même à comprendre. Ça peut aider aussi. Et puis, garder en tête que t'as pas besoin d'absolument tout connaître, mais encore une fois, qu'il y a quand même des socles sur certains métiers qui sont importants. Donc, bien repérer les métiers sur lesquels on recrute régulièrement, repérer les mots communs dans tous les profils, les fiches de poste pour se dire, OK, ça, c'est absolument des choses que je dois connaître. Et puis après, l'étoffer au fur et à mesure, sans forcément chercher à absolument tout comprendre, tout creuser. Ça fait le lien parfait avec la question qu'on avait envisagée ensemble sur cette notion de veille. On en a déjà parlé, mais effectivement, c'est un vrai sujet d'être à jour et surtout dans un univers qui évolue de façon exponentielle et très rapidement. Les nouvelles technologies, bon là évidemment on a l'intelligence artificielle qui a déboulé, on va dire, qui existait, hein, mais qui est là et a déboulé dans la vie de tout le monde et notamment dans au sein des recruteurs. Donc voilà, comment on peut faire une bonne veille? Quels sont tes conseils? Parce que c'est indispensable. Alors, il y a pas mal de choses sur ce sujet-là. Déjà, la première chose, il y a un point qui est important, je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir comment on apprend soi-même, ce qu'on aime comme ressources, hein, identifier est-ce que j'aime plus les articles, les podcasts, les vidéos, etc. Est-ce que je lis en français ou en anglais? Parce qu'il y a énormément aussi de ressources qui sont en anglais, qui peuvent être très intéressantes, mais si je parle pas anglais, bah, ça va être compliqué, même si je peux m'aider de Google Trad ou DeepL pour traduire. Il y a un autre point qui est très important pour moi, c'est ton organisation. Est-ce que tu es un recruteur solo? Est-ce que tu es tout seul dans ton ESN, ce qui a été mon cas pendant très longtemps? Ou est-ce que déjà tu es une équipe? Parce que si tu es une équipe, tu as un gros atout, c'est que ta veille, tu peux la faire en équipe et te répartir. Bien sûr. Tu peux te répartir les sujets, tu peux voir, bah voilà, tiens, toi, tu vas plutôt regarder cette partie-là, et puis toi, tu vas plutôt regarder cette partie-là, et à un moment, se donner rendez-vous pour faire une revue et voir un peu ce qu'on sait. Donc, ça, en équipe, ça marche très bien. C'est un conseil que je donne beaucoup, beaucoup en formation, et chez certains clients qui l'ont mis en place, ça fonctionne. Autre point qui va avec ce que je viens de dire, bloquer des créneaux. Ah, ça, c'est Bloquer impérativement.
Et c'est absolument indispensable. C'est-à-dire que c'est comme, pour moi, la veille fait partie intégrante du métier de recruteur, dans la Mmh. tech ou ailleurs. Mais du coup, si je ne réserve pas des moments spécifiques pour faire ça, je le ferai jamais. Mmh. Je le ferai jamais parce que je vais me laisser déborder. Donc, si aujourd'hui je me bloque en tant que recruteur, je me bloque des créneaux pour faire du sourcing, je me bloque des créneaux pour faire des entretiens, et ben je me bloque aussi un créneau pour faire de la veille. Faire de la veille. C'est hyper important ce que tu dis, Hélène, et je ne sais pas, pour vous qui nous écoutez, si vous avez vos propres astuces pour pouvoir faire de la veille, mais le temps, c'est quelque chose qu'on prend très rarement pour faire de la veille. Et pour autant, tu vas peut-être être d'accord avec moi, mais on va se balader sur un site et puis quelque chose qui devait durer 5 minutes, et ben on se finit par se faire happer par aussi je vais aller voir autre chose, ça me renvoie vers un autre site, ça me renvoie vers une vidéo YouTube, puis ça me renvoie vers un tuto, puis ça me renvoie là, et puis en fait, bah, on a passé 3 heures à regarder des trucs. Ah, Et voilà, t'as rien appris, et t'as rien retenu. T'as 50 onglets qui sont ouverts sur ton PC, c'est voilà. l'enfer. Et tu te demandes comment t'es arrivé tout à la fin sur un sujet quantique ou je sais pas quoi, ou pire sur une vidéo de chat, ou voilà. Hein. Ça peut partir en cacahuète. Ça peut Donc, aller très loin. On est d'accord. premier point, tu te bloques un créneau avec une durée, mais même 15 minutes, parfois ça peut suffire. Par contre, attention, effectivement, il faut être discipliné parce que le web, c'est tellement large que si tu commences à partir dans tous les sens, il se passe ce que tu viens de dire. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir une approche structurée, de se dire, d'accord, là, j'ai 30 minutes devant moi, sur quoi je vais chercher de l'info? C'est ça. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux de l'info vocabulaire? J'ai besoin de trouver des définitions, comme on vient de voir sur, par exemple, là j'ai un nouveau poste, il va falloir que j'aille creuser, il faut que j'aille regarder, que je comprenne ça. Est-ce que j'ai besoin de comprendre des tendances sur le marché, d'aller comprendre, je sais pas, les langages les plus populaires? Est-ce que j'ai besoin de tendances et d'aller chercher plutôt une étude, tu vois? J'ai besoin d'aller voir si quelqu'un a fait quelque chose sur le sujet. Il y en a plein. Est-ce que j'ai besoin de faire un benchmark sur les salaires dans la tech? Il faut que je me fixe un objectif sur ma veille. Mais c'est comme le sourcing. Le sourcing, si tu pars dans tous les sens et que tu veux tout faire en même temps et que tu n'as pas défini clairement ta stratégie avec tes mots-clés, tes cibles, etc., tu vas partir dans tous les sens et au bout de 2 heures, tu n'auras rien fait. En tout cas, ça ne sera pas forcément efficace. Ouais, c'est ça. Donc, pour être productif, c'est déjà se dire, OK, j'identifie quel est le sujet que je veux aller creuser aujourd'hui. Et puis, ça peut être aussi, il y a un outil, je l'ai partagé avec Marion aussi, je ne sais pas si elle peut le mettre dans le chat, mais c'est un outil que moi j'utilise beaucoup qui s'appelle Pocket. Pocket, c'est un outil qui permet de sauvegarder au même endroit tous les articles ou toutes les ressources qui te paraissent intéressantes. C'est gratuit, hein. Il y a des abonnements payants, mais la version freemium est très très bien et elle suffit tout à fait largement. L'intérêt de Pocket, c'est qu'on peut créer des étiquettes qui vont permettre en fait de regrouper tous les articles sur une seule page et de mettre des étiquettes. Alors moi j'ai plein d'étiquettes, intelligence artificielle, sourcing, langage, etc. Et du coup, quand je veux faire ma veille, je peux regrouper et aller chercher tout ce que j'ai mis de côté sur un seul sujet. Et je peux, d'embouti, surligner des choses. Je peux, pourquoi pas, reprendre l'article ou la ressource que j'ai mis de côté. Et là, je peux utiliser ChatGPT pour m'en faire un résumé. Ça marche bien. Donc, pour faire de la bonne veille, il faut être surtout organisé et savoir ce qu'on cherche. Et après, je l'ai aussi partagé avec Marion. Marion, désolée, j'ai regroupé dans un tableau qui est accessible gratuitement sur Airtable, mes ressources, toutes mes ressources pour faire de la veille. Il y a des newsletters, il y a des sites d'actualité, il y a des enquêtes, il y a des baromètres de salaire, il y a des vidéos, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Tout ce dont moi je me suis servi et tout ce dont je me sers encore aujourd'hui pour faire ma veille dans l'écosystème recrutement tech, je le mets à jour très régulièrement. Je crois qu'il y a à peu près 45 ressources disponibles aujourd'hui. Et donc voilà, il est accessible, tout le monde peut y aller. Hélène, franchement, c'est un travail de titan parce qu'on sait à quel point la veille, c'est hyper stratégique et toutes les entreprises ont des difficultés à la mettre en place. Et peut-être que c'est vous, en tant que recruteur, vous pouvez impulser ça dans l'entreprise. Et tu disais, en équipe, c'est hyper intéressant aussi parce que ça démultiplie les forces de frappe et vous êtes hyper après calé sur les sujets que vous souhaitez. Ouais, et puis, intervenir.
Et puis tu sais, enfin, je pense qu'on a chacun aussi un peu des appétences. Moi, quand j'étais recruteuse, le sujet du dev m'intéressait énormément. Le dev, c'est vraiment mon métier de cœur. J'ai beaucoup d'amis qui sont développeurs, etc. Donc le dev m'intéresse. J'ai même envisagé à un moment de faire du dev. Donc du coup, faire de la veille sur ce sujet-là pour moi, c'est très naturel parce que ça m'intéresse. Par contre, quand il a fallu que j'aille faire un peu plus de veille, tu vois, sur des sujets autour du cloud, de la virtualisation, etc., c'était pas la même. Et quand j'étais seule, bah, c'était dur pour moi parce que je devais me faire violence, je devais me forcer. Ouais. Tandis que si tu es en équipe et que tu as des gens qui ont un peu plus d'appétence sur la partie, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a très envie d'aller sur les sujets de data et d'IA, quelqu'un qui a plus envie d'aller sur les sujets d'actualité, etc., bah, tu peux vraiment te répartir. Et donc, quand tu vas faire ta revue, les autres vont te transmettre de l'info que toi, tu serais pas allé chercher. Après, c'est très intéressant aussi en tant que recruteur, si vous êtes solo, de rejoindre peut-être des communautés. Et peut-être que Turnover IT peut devenir cette communauté, mais de se dire, voilà, bah, on peut réfléchir ensemble, veiller ensemble, se transmettre des infos. Et c'est aussi pour ça qu'on est ravis de t'accueillir, Hélène, aujourd'hui, parce que c'est aussi l'enjeu des partenaires recruteurs de se dire bah, comment on peut permettre à nos recruteurs d'être encore plus pertinents et plus efficaces et gagner en légitimité et en crédibilité auprès des candidats. Il y a beaucoup de réflexions sur la posture des candidats dans le chat en mode bah, ils ne sont pas à l'écoute de la réalité du marché, souvent ils sont très exigeants, donc on ne va peut-être pas débattre aujourd'hui sur la posture du candidat, c'est peut-être un autre sujet encore très, très efficace, mais la posture du recruteur vient répondre aussi, je pense, et c'est ce que tu nous as dit Hélène, Ouais. à ces réactions qu'on peut avoir de la part des candidats. Mais il faut aussi se mettre à leur place. Hein. Quand on est recruteur, on doit avoir aussi beaucoup d'empathie. Beaucoup de recruteurs font ça pour l'humain. C'est aussi se mettre à leur place et entendre ça. C'est-à-dire qu'il faut entendre que c'est pas facile de changer et de se rendre compte que le marché ne correspond plus tout à fait à ce qu'on veut. On leur a expliqué pendant des années qu'ils étaient un peu les rois du pétrole. Hein. Certains se sont comportés comme des divas, même si j'aime pas tellement ce mot-là. Mais ça s'entend. C'est très humain. Et moi, je connais des recruteurs qui ont eu ce même comportement, justement, à un moment où c'était un peu l'âge d'or, où des recruteurs recevaient 10 propositions par semaine, et où aujourd'hui, le marché s'est un petit peu inversé, c'est beaucoup plus difficile, et on est tous pareils. Donc, c'est vrai qu'ils sont en position de force, ou en tout cas, ils l'ont été pendant longtemps, et qu'aujourd'hui, les forces tiennent à se rééquilibrer. Maintenant, je pense qu'en faisant preuve de pédagogie et en prenant pas les choses personnellement, on peut aussi, encore une fois, accompagner les candidats. Après, il y a des gens qui ne voudront pas l'entendre, qui ne sont pas prêts à entendre les choses. C'est pas grave. Le rôle du recruteur, c'est d'expliquer sa vision, appuyée sur quand même des chiffres, des tendances, le marché, etc. Maintenant, si le candidat en face n'est pas prêt à l'entendre, c'est pas grave. On n'est pas là pour le convaincre, mais on est là au moins pour lui dire les choses. Et comme je disais tout à l'heure, dans certains cas, ça marche, puisque moi, j'ai souvent des recruteurs qui me disent, bah finalement, tu vois, le candidat est revenu vers moi, il m'a dit, bah ouais, je suis désolé, c'est vrai que c'est finalement plus dur que je croyais, etc. Et puis si c'est pas le cas, eh ben c'est pas le cas. C'est pas grave, mais il faut dédramatiser par rapport à ça. Mais j'entends que les Ouais, candidats sont pas toujours. pas toujours facile. Et donc, il y a un gros enjeu de fidélisation pour les recruteurs parce qu'on entend aussi voilà, qu'un projet tech se termine. Donc, surtout quand on travaille avec des free, qu'on place des indeps, ou alors les ESN qui ont des candidats salariés hein, et qui a des intercontrats. Enfin, voilà, donc pour conclure ce live, je voulais voir avec toi qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec nos candidats pour les garder ou en tout cas leur donner envie de rester. Enfin, comment on se positionne? Alors, quand on parle de fidélisation, souvent les recruteurs me disent bah ouais, mais moi sur la fidélisation, je peux rien faire. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, faites bien la part des choses entre fidélisation et rétention, même si j'aime pas ce terme. Vous pouvez pas beaucoup agir en tant que recruteur sur les gens qui sont salariés déjà dans l'entreprise. C'est après plus des questions de management. Par contre, en tant que recruteur, vous pouvez essayer de fidéliser ou en tout cas d'alimenter votre réseau de candidats. Je vais donner des exemples. Vous avez un poste qui s'ouvre, vous allez contacter des gens sur LinkedIn en one shot, des gens que vous connaissez pas. Des personnes vont vous répondre qui ne sont pas à l'écoute du marché, qui ne sont pas intéressées. Bah, très souvent, le réflexe des recruteurs dans ces cas-là, c'est de dire bon, bah, très bien, alors je propose qu'on reste en contact, rappelez-moi quand vous serez à l'écoute du marché. Ça ne marche pas de faire ça.
Ça marche, mais alors vraiment, à la marge, quoi. C'est Mmh. pas c'est pas une stratégie, c'est pas une posture vraiment enfin, proactive. Si à l'inverse, j'ai quelqu'un qui me répond: «Bah, voilà, je suis pas à l'écoute pour le moment» ou «Merci, mais pour l'instant, je vais rester là où je suis». Moi, en tant que recruteur, si je commence déjà à dire: «Bah, déjà, je vous remercie de m'avoir répondu», parce que rappelez-vous que les gens vous doivent rien, hein, surtout sur LinkedIn où les gens sont pas des candidats, d'accord? C'est juste des gens. Je remercie d'avoir, répondu. Je dis: «Bah, c'est chouette, enfin, tant mieux, ça veut dire que vous êtes bien là où vous êtes» et surtout, je creuse. Je vais, essayer de comprendre en disant: «D'accord, mais si je vous recontacte d'ici 3 mois ou 6 mois, qu'est-ce qui sera important pour vous? Si vous devez quitter la société où vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui fera la différence dans quelque temps?» J'essaye de creuser pour récupérer de l'information. Le but étant que si je recontacte cette personne dans 3 mois ou dans 6 mois, j'ai de l'info et que surtout cette personne, elle se rappelle de moi. Bah Parce que oui. si je fais ça, je vais me différencier. Je vais me différencier par rapport à tous les autres qui vont écrire: «Bon, bah, très bien, on reste en contact» ou le pire, c'est: «On reste en contact, si vous avez quelqu'un dans votre réseau qui est intéressé, dites-le moi». C'est extrêmement abrupt, hein, de faire ça. C'est un peu raide. Mmh. C'est hyper raide. C'est vraiment Aidez-nous dire de à la faire personne s'il vous plaît. Mmh. c'est dire à la personne qui est en face de moi: «Bon, bah, avec vous, ça va pas marcher, bah, enfin, donnez-moi, de la matière et puis, je passe au suivant», en fait. Alors que creuser les pistes, vraiment enfin, essayer d'aller plus loin dans la relation avec les gens et prendre des nouvelles régulièrement, ce que je te disais tout à l'heure, hein, ce qu'on appelle, du nurturing, de vraiment aller alimenter la relation avec les candidats et Mmh. prendre une posture d'animateur de réseau, d'animateur de vivier et Mmh. pas simplement être dans une logique de: «J'ai un poste, je contacte quelqu'un, c'est oui, c'est non, si c'est non, j'oublie cette personne». Je passe à autre chose. Ouais. Faut vraiment se dire ce candidat, si on l'a repéré, en plus, c'est que potentiellement, il était intéressant. Donc, ça serait dommage de le mettre de côté dans une bulle qui n'existe plus, alors qu'on peut revenir vers lui avec en plus de la matière. Bah, bien Mmh. sûr et tu peux même, pourquoi pas, après tout dépend comment tu es, outillé en interne. Si tu as un bon ATS, ça c'est encore un autre sujet, mais tu peux même créer, des systèmes de relance, une newsletter pour à destination de tes candidats. Si tu fais de la veille et que tu trouves des choses intéressantes, moi je l'ai beaucoup fait. Par exemple, le début d'année, en général, c'est souvent un moment où on a beaucoup de baromètres de salaire. Ouais. Il y a plein de cabinets, plein d'organismes qui créent des baromètres de salaire dans la tech. Bah ça, pour reprendre contact avec quelqu'un, c'est chouette. De dire: Mmh. «Voilà, bah, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, je vous partage, le dernier baromètre de machin», et puis si c'est le cas, attention, faut pas mentir, bah, nous, on est plutôt, dans les fourchettes du marché si ça vous intéresse. Tu vois? C'est Et su là, du coup c'est subtil et on apporte de la matière à son candidat et c'est ce que je te disais aussi, ça ressemble beaucoup à la relation commerciale. C'est que, bah, un client ou en tout cas quelqu'un avec qui on a envie de travailler, bah, sur le coup, peut-être que ça peut pas fonctionner, mais si on est, voilà, à l'écoute et qu'on a bien compris son besoin et bien, à un moment donné, on fera la différence par rapport à peut-être à notre recruteur, à notre, prestataire, ça la marche com pareil, les 2 pareil, en fait. La comparaison est très pertinente, hein. La relation, candidat, avec la relation prospect dans le commerce, c'est 2 relations qui sont très proches et tu dois Mmh. l'alimenter, tu dois l'entretenir. C'est comme les objections, si tu t'arrêtes, si un commercial s'arrête à: «Non, je suis pas intéressé», mais tu fais quoi? Tu vas pas t'en sortir. Donc tu lâches pas, tu prends des nouvelles, tu relances et cetera, de manière à entretenir et souvent j'aime bien dire aux recruteurs que je forme: «Essayez de devenir une référence dans l'écosystème, de manière à ce que ce soit pas à vous d'aller chercher les gens, mais que ce soit les gens qui viennent vers vous au moment où ils sont à l'écoute du marché». Bah, C'est un atout, concurrentiel énorme. Bah, je crois que franchement, Hélène, on va finir là-dessus parce que je crois que le conseil, il est juste, bah, parfait. C'est-à-dire faites la différence, par toutes les actions, qu'on a vues ce matin. Se dire: «Bah, voilà, il est possible de s'organiser correctement, faire de la veille, apprendre le langage avec un bon lexique qui évolue». Voilà et puis ensuite, bah, entretenir son vivier de candidats, grâce à tout ça. Donc vraiment, c'est hyper pertinent. Merci beaucoup Hélène pour toutes ces informations, pour ces partages, parce que ce qui est vraiment Mais chouette, vous retrouvez tous les partages d'Hélène dans les commentaires et puis évidemment sur LinkedIn, tu es disponible ouais, bien sûr. et N'hésitez pas. sur ton site, on retrouve aussi beaucoup d'éléments et notamment, le lexique et les ressources que tu nous as partagées. On vous remercie également, la communauté d'avoir, été, à l'écoute de ce live. Beaucoup de commentaires, donc très pertinent. Merci beaucoup pour vos partages également et puis, bah, je vous dis à très vite. Hélène, à très vite, avec plaisir. Merci Marie. Merci, à bientôt. Au revoir.